Bonjour Gilbert. Bonjour, bonjour. Alors vous avez vu ce bordel, excusez-moi, aux États-Unis. Oui. Quelle leçon nous donne cette grande démocratie américaine? D'abord, on se dit qu'il n'y a pas le bordel que chez nous. Donc c'est quelque part un peu rassurant, un peu réconfortant. Bon. Mais au moment où on parle, on n'a pas les résultats de l'élection. Il faut bien le dire. On ne sait pas si Trump va l'emporter ou si Biden va tout en perdant gagner. Biden dont on avait annoncé l'élection rassurée, très rapide. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on fasse un effort de réflexion. L'ensemble des médias dominants, l'ensemble des sondeurs, ce thermomètre qu'on met dans le cul des démocraties, l'ensemble des prêcheurs en ondes avaient tous annoncé un raz-de-marée en faveur de Biden. Ça a été une constante à la fois dans les médias américains et européens. Pourquoi d'ailleurs ? J'étais époustouflé en lisant le journal du dimanche la semaine dernière de voir qu'il y avait 4 pages, je crois, ou 5, je sais plus, je voudrais pas me tromper, consacrées à la défaite de Trump. Alors la question qu'il faut quand même se poser, c'est pourquoi cette meute médiatique qui vient mordre les mollets électoraux de Trump. Je crois que la résistance sociologique du Trumpisme, qui est devenu un vrai mouvement, exaspère ces concepteurs d'une réalité virtuelle. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est un monde virtuel, et la détestation du populisme fait partie de cette virtualité du monde. Ils voudraient que le monde existât sans Trump, sans Marine Le Pen, sans l'ensemble des leaders auxquels les médias font la guerre. Bon. Alors, la question qui va se poser maintenant, c'est de savoir si cette réinitialisation qu'ils veulent du monde va réussir en Amérique. Trump, quand il prend la parole, il est encore président de la République, on lui coupe la parole. Est-ce qu'il y a eu des fraudes ? Alors il semblerait que... oui, j'allais vous poser la question. Voilà, avec habilité, des bulletins aient été marqués par un filigrane, et que l'on pourrait alors à ce moment-là faire le constat évident de la fraude. On peut penser quand même, sans être complotiste, qu'il y a eu des morts qui ont voté. Okay, so it is about 10:15 here in Los Angeles, and I'm going to show you guys something a little bit crazy. So I am on the Michigan Voter Information website, and I've put in all of this information to see if I'm registered. And obviously I'm not talking about me because I am a registered California voter. So I put in the name William Bradley, March 1902, and the zip code 48207, which is Detroit, Michigan. Searched it. All right. Yes, you are registered. Wayne County. And it was an absentee ballot that was received on October 2nd, 2020. Now, I went over here, and this was for William Bradley, March 1902, death date, June 1st, 1984, Detroit, Michigan, 48207. Vous me direz, moi je me rappelle que j'avais défendu un maire en Corse qui avait fait voter des morts, et quand le président lui a posé la question, mais quand même, monsieur, vous vous rendez compte que vous avez fait voter des morts? Il a répondu, ouais, mais j'ai respecté leur dernière volonté. Bon. Enfin, Biden ne pourra pas dire ça. Ouais. Mais Trump, quand même, en annonçant qu'il va dénoncer les votes dans certains États clés, est-ce que quelque part il ne porte pas atteinte à la démocratie ? C'est comme si vous me disiez dénoncer un voleur, c'est porter atteinte au droit de propriété. Bon, non. Il est clair que si des fraudes ont été commises, et il semblerait bien, même si cela ne fait pas plaisir aux uns et aux autres et aux commentateurs attitrés que nous avons en France,
que des fraudes aient été commises. Bon, si des fraudes ont été commises, c'est une atteinte à la démocratie. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge américaine, parce qu'à mon avis, de recours en recours, de recomptage en recomptage. La seule question que je me pose, pour être très franc, hein, si Biden était élu, est-ce qu'il se rendrait compte qu'il est élu? Est-ce qu'il n'irait pas s'imaginer que c'est son fils, sa femme ou sa fille? Voilà où on en est, quoi. Bon. It's my little sister, Valerie, and I'm Jill's husband. Oh no, you switched on me. This is my wife, this is my sister. Pauvre monde, hein, pauvre monde. Hein. Et finalement, ils se servent de cette pandémie qui est réelle, là, faut pas déconner, hein, elle est réelle, mais ils s'en servent pour mettre en place un mode de vie, un mode de discipline. Ils veulent, quelque part, nous réinitialiser. C'est un projet, hein. C'est un vrai projet, cette réinitialisation du monde et du peuple. La question européenne. Après les attentats de Nice, ceux de Vienne. On voit bien quand même que l'Europe est confrontée à une menace terroriste croissante. Alors, j'ai envie de dire, quelle réponse? Alors, c'est vrai que l'attentat qui a été commis à Vienne semble toucher l'Europe. Mais quand même, l'attentat qui a été commis à Paris, l'attentat qui a été commis dans cette basilique, les attentats que nous avons subis concernent aussi l'Europe. Ce qui se passe en Allemagne, en Italie, du point de vue du terrorisme, cela concerne l'Europe. Et on avait l'impression jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de réaction européenne. C'est quand même incroyable. D'abord, ce qu'on constate, c'est la peur des mots. La trouille de dire terrorisme islamiste. Pour la première fois, Madame von der Leyen, à propos de l'attentat horrible de Vienne, a eu le courage, l'extraordinaire courage d'employer le mot terrorisme. Jusqu'à présent, elle ne l'avait pas fait. Alors comment voulez-vous, quand vous avez peur des mots, lutter contre la réalité? C'est impossible. La question qu'il faudrait se poser, sur laquelle il faudra un jour qu'on réfléchisse, c'est pourquoi ils ont peur des mots. Que cache cette volonté de ne pas dire le réel, qui poignarde, qui étrangle, qui égorge, qui tue? Quelle solution l'Europe propose? Alors, c'est vraiment la planète blabla. Le retrait en 1 heure des contenus terroristes en ligne. Moi, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux les repérer et les traiter. Bon, la création d'un procureur européen, comme si on n'avait pas assez de nos procureurs antiterroristes, de nos services antiterroristes. Créer un procureur européen ne changerait rien, mais rien. C'est un effet d'annonce. Hein. En revanche, il eût été utile que l'on travaillât sur les clandestins, les mineurs isolés, le droit d'asile. Là, rien. On reste en l'état. Hein. Faire des contrôles à 20 km à l'intérieur des frontières, c'est encore une infraction à Schengen. Bon, la lutte antiterroriste, c'est une affaire d'État. Il nous faut des femmes et des hommes d'État. Quand je vois que Macron, le président de la République, découvre maintenant qu'il faudrait renforcer les contrôles aux frontières, non mais combien de morts, combien de victimes, combien de blessés, combien d'assassinés, d'égorgés aura-t-il fallu pour qu'ils se rendent compte de ce que l'on dit depuis des années et des années et des années, qu'il faut renforcer les frontières, les fermer, les rétablir dans le fonctionnement qu'elles avaient avant Schengen. Du reste, Daesh nous l'avait dit, l'OTAN nous avait prévenu, on vous enverra des terroristes, des bombes humaines, je cite, avait dit Daesh, dans les flots de migrants. Alors peut-être que parmi tous ces migrants, il y a des migrants qui auraient un droit à migrer. Mais faut-il encore qu'on renforce suffisamment les contrôles pour que les vrais migrants, à la longue, ne payent pas le prix de la peur que les faux migrants terroristes causent? Et là, il y a des décisions d'État, et c'est pas dans l'État où est l'État que nos hommes d'État d'aujourd'hui, qui font dans la guimauve, dans la confiture verbale, trouveront les solutions.
Question piège, Oh là là Gilbert. là, oh là 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 là. Le départ de Jean Messia, vous en pensez quoi? À l'exception du départ de Philippot, qui était un départ à mes yeux utile, nécessaire, longtemps demandé, le départ de Jean Messia, qui se comporte bien en plus, hein, qui n'est pas désobligeant, qui n'est pas agressif, m'attriste. Je ne crois pas qu'on gagnera beaucoup à mécontenter, à blesser, à éloigner des gens de qualité, des militants. Hein. Bon, c'est toujours compliqué d'analyser les raisons conflictuelles. Il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans, de l'ordre de l'ego aussi, hein, peut-être du sentiment d'injustice, peut-être du sentiment que le travail effectué n'a pas été apprécié à sa juste reconnaissance, peut-être le fait que d'autres occupent des rôles qui ne sont pas forcément adaptés à leurs mesures, hein. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais dans un moment où on a besoin d'unité, et le Rassemblement national a besoin d'une unité qui le dépasse, c'est-à-dire d'une unité qui va au-delà de lui-même pour aller unifier en lui les autres. Il faut éviter absolument des départs, même si ce sont des départs qui s'accomplissent dans une espèce de correction et de politesse honorable. Voilà, bon, ça m'attriste, hein, ça m'attriste, et je lui conserve, moi, toute ma sympathie et toute mon amitié, espérons espérons qu'il reviendra sur sa décision. Je ne le crois pas, hein. Je ne le crois pas. Il faudrait pas non plus qu'il se fasse une montgolfière, hein. Faudrait pas non plus, voilà. Ce que je peux lui dire amicalement, quoi, hein. Il sera pas candidat à la présidence de la République, hein. Ah bon. Voilà.